On ouvre ce Lex Inside avec les investissements dans la FinTech. Quelles sont les tendances? On en parle tout de suite avec Morgane Fournel, avocate chez Norton Rose Fulbright. Morgane, bonjour. Bonjour. Alors, avant d'examiner l'impact des réformes, commençons tout de suite avec un état des lieux chiffré du marché. Quels sont aujourd'hui les chiffres et les grandes tendances des investissements dans la FinTech? Après 3 années de contraction, les investissements dans la FinTech ont atteint en 2025 un montant de 116 milliards de dollars environ, contre 95,5 en 2024. On est donc sur un rebond, mais qui reste mesuré puisque le nombre de transactions globales sur l'année écoulée est relativement mesuré. On est à peu près à 4700 transactions, ce qui est moindre de ce qu'on a pu connaître par rapport à ce qu'on a pu connaître en 2020-2022, qui était vraiment le boom de la FinTech. Donc on a moins de transactions, mais des montants qui restent relativement importants et surtout plus ciblés. Aujourd'hui, les investisseurs vont avoir tendance à privilégier des entreprises avec un modèle relativement mature et une capacité à démontrer une trajectoire de rentabilité et une capacité à absorber des coûts de conformité et à se conformer à une réglementation de plus en plus complexe. À l'inverse, des entreprises avec un modèle un peu moins abouti ou plus exploratoire vont avoir plus de difficultés à lever des capitaux. En termes sectoriels, ces investissements sur l'année écoulée se sont principalement concentrés sur les domaines de l'IA, les paiements ou encore les cryptos, avec dans ce domaine un intérêt accru pour ce qu'on appelle la tokenisation. C'est la capacité de migrer sur blockchain des infrastructures de marché, de paiement ou encore de règlement livraison traditionnelles afin de leur permettre d'opérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de réduire les frais de transaction sur ces infrastructures ou encore de réduire les risques de contrepartie, entre autres bénéfices qu'apporterait ce type d'infrastructure. Donc on a un marché plutôt stable qui est maintenu notamment par tout ce qui concerne l'innovation, c'est ça? Exactement, exactement. Et ce qu'on note également, c'est que plus généralement, cette tendance qu'on a notée sur l'année précédente et qui va perdurer sur l'année à venir, elle marque une inflexion du cycle des investissements. On est dans un marché qui est plus mature, caractérisé aussi par une allocation du capital, donc plus ciblée, plus sélective. Aujourd'hui, les valorisations reposent évidemment encore sur la capacité de croissance des entreprises ou les promesses technologiques évidemment des fintech, mais les investisseurs vont aussi de plus en plus se concentrer évidemment sur la capacité de ces entreprises à générer des flux, à anticiper les risques ou encore à opérer dans un marché réglementaire lisible. Et ça, c'est extrêmement important puisque ces entreprises des fintech fournissent des services sur des flux financiers, donc elles opèrent dans un cadre réglementaire très exigeant et défini. Et donc, on remarque aussi que la réglementation aujourd'hui est véritablement intégrée comme paramètre dans les modèles de valorisation et l'anticipation des risques par les investisseurs. Donc ces sociétés sont très attentives à l'ensemble des changements réglementaires. Justement, on va s'intéresser à l'impact de la réglementation sur ce marché, notamment avec le règlement MiCA qui a changé peut-être l'approche des investisseurs dans le secteur des crypto-actifs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour revenir peut-être sur le règlement MiCA pose un cadre harmonisé à l'échelle de l'Union européenne pour l'encadrement des cryptoactifs et de leurs prestataires de services. Avant MiCA, l'un des principaux freins aux investissements, c'était véritablement l'insécurité juridique, puisqu'on avait des régimes réglementaires hétérogènes. Chaque État membre de l'Union européenne avait sa propre réglementation qui divergeait les unes les autres, sa propre qualification aussi des services qui étaient fournis sur ces actifs. Donc on avait des incertitudes quant à la qualification de ces produits, de ces actifs et des services qui étaient fournis dessus, et l'absence de passeport européen. Donc l'obligation pour chaque entreprise d'être agréée, autorisée, enregistrée dans chaque État membre dans lequel elle prestait des services. Donc là, avec MiCA, il y a eu vraiment un cadre pour les cryptoactifs. Exactement, un cadre harmonisé. Aujourd'hui, on sait ce qui est attendu d'un prestataire qui fournit des services sur cryptoactifs en termes de gouvernance, de capitaux propres, de liquidité, d'exigences réglementaires généralement. Et donc ça, en fait, ça permet aux risques réglementaires de devenir objectivables, auditable, identifiable, et il peut être intégré dans un modèle de valorisation. En contrepartie, MiCA a élevé très sensiblement les exigences qui pèsent sur ces acteurs. Comment ? Les exigences, en fait, avant, si vous voulez, notamment en France, par exemple, avec la loi Pacte, c'était une loi qui était relativement souple et adaptée à des startups.
Donc on avait des obligations en termes de lutte contre le blanchiment des capitaux et quelques obligations en termes de gouvernance, mais elles ont été vraiment significativement renforcées. Aujourd'hui, MiCA, en fait, c'est une réglementation qui est très similaire à ce qu'on peut retrouver dans l'écosystème plus traditionnel des fintechs, on y reviendra. Et donc, corrélativement, en fait, on a aussi eu vraiment une modification, une transformation du marché des prestataires de services sur cryptoactifs, puisque avant l'adoption de MiCA, c'était un environnement qui était essentiellement composé de start-up, de petites entreprises composées de quelques salariés. Aujourd'hui, c'est un environnement qui est beaucoup plus mature, avec des entreprises de taille moyenne à importante, avec à côté de ça les acteurs financiers plus traditionnels qui, eux, ont étendu leur programme d'activité pour fournir des services sur cryptoactifs, avec une date butoir qui est le 1er juillet 2026, date à laquelle, en fait, tous les acteurs vont devoir se conformer et être agréés à MiCA. Donc, comme MiCA a augmenté le niveau d'exigence et donc élevé... Les sociétés se sont alignées par rapport à ces standards. Exactement. Et donc, en fait, on a eu aussi une anticipation de cette date du 1er juillet avec une consolidation du marché, puisque les petites entreprises qui n'étaient pas en mesure de se conformer à ces exigences soit ont cessé leurs activités, soit les ont cédées avant l'échéance, ou ont participé à des opérations de fusion, d'acquisition par des entreprises qui, elles, avaient les moyens financiers et humains de se conformer à ces exigences. Alors, on va aller plus loin parce qu'au-delà des cryptoactifs, c'est l'ensemble du cadre européen des services bancaires et de paiement qui est en train d'être redéfini. Est-ce que les nouvelles normes, notamment PSD3, vont-elles redéfinir l'équilibre entre banques et fintech ? Pour bien comprendre l'impact de cette réglementation que vous venez de nommer PSD3, directive sur les services de paiement, il faut revenir aux directives initiales que ce nouveau paquet réglementaire va modifier. Ce sont les directives sur les services de paiement et sur la monnaie électronique qui ont opéré un décloisonnement du monopole bancaire. C'est-à-dire qu'on a permis à des entreprises, à des sociétés de fournir des services qui étaient initialement réservés aux banques. Et ces services-là... Il y a donc eu un décloisonnement du monopole bancaire sur un périmètre vraiment précis d'activité qui sont les services de paiement. Quelque part, on a ouvert le marché. Exactement. Et donc ça, ce nouveau paquet qui est composé d'une directive et d'un règlement ne remet pas en question cette architecture. Elle va rester la même. On aura toujours d'un côté les banques qui vont recevoir les dépôts du public, octroyer des crédits sur ces dépôts et participer au financement de l'économie. Et à côté des fintechs qui vont plutôt agir sur la couche servicielle du système en proposant des services tels que par exemple l'agrégation des comptes qui permettent à un utilisateur d'agréger tous ses comptes au sein d'une même plateforme ou encore d'émettre de la monnaie électronique typiquement via des cartes cadeaux qui vous permettent d'acquérir des biens et services au sein d'entreprises délimitées type Decathlon. Donc ça va rester, cette architecture ne va pas être bouleversée. Par contre, ce qui va substantiellement évoluer, c'est les exigences réglementaires de ces prestataires qui sont soumis à cette réglementation. Donc, de quelle manière ? Ce paquet, il va introduire de nouvelles exigences, mais aussi augmenter les exigences initiales. Donc, par exemple, on va avoir des attentes plus accrues en termes d'authentification des utilisateurs de services de paiement ou de lutte contre la fraude. C'est pour intégrer de la sécurité, évidemment, sur des opérations qui sont sensibles. Exactement, mais quelque part, on se rapproche aussi des standards bancaires. Donc, finalement, cette nouvelle réglementation, elle va modifier le profil de risque du secteur. Et en élevant le niveau d'exigence opérationnelle et organisationnelle de ces acteurs, ce nouveau paquet réglementaire va corrélativement augmenter les barrières à l'entrée et donc organiser, ou en tout cas mener aussi vers une concentration du capital vers des acteurs qui sont capables d'absorber ces coûts de conformité réglementaire. On va conclure là-dessus. Merci Morgane Fournette. Je rappelle que vous êtes avocate chez Norton Rose Fulbright. Merci à vous. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de régulation numérique des plateformes.